Sébastien, nous allons pouvoir démarrer sur cette thématique donc du paiement en crypto-monnaie. Sébastien, donc, qui est le cofondateur d'une startup qui aujourd'hui donc œuvre dans ces paiements en crypto. Cette startup, elle s'appelle Lizzy. Alors, on parle du coup d'une des narratives autour des crypto-monnaies et autour de la blockchain qui est assez particulière, hein. Si vous allez donc pareil sur les podcasts, j'aurais fait de la pub, mais si vous tapez crypto dans Adira Podcast, vous retrouverez, ou blockchain par exemple, vous retrouverez au moins 3 ou 4 épisodes assez intéressants. Là, ici, on va parler voilà, de cette possibilité de payer dans des magasins, par exemple, en crypto-monnaie, chose qui aujourd'hui est assez exotique, je pense, en France, hein, on va en parler tout de suite, mais qui l'est beaucoup moins dans d'autres territoires du monde. Si on va en Asie, si on va aux États-Unis, par exemple, c'est plus fréquent. Et donc, pourquoi pas chez nous? Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'Easy fonctionne, voilà, tout ce que cela comprend. Et voilà, ce sera l'occasion. Donc, on a devant nous 44 minutes précisément pour t'entendre, Sébastien, nous raconter l'histoire de Lizzy. Et puis, comment est-ce que demain, on va pouvoir tous dépenser l'intégralité de nos portefeuilles crypto pour acheter des Lamborghini et des appartements, puisque c'est cela dont on va parler. Voilà. Top, top, top. Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir et me donner l'opportunité de présenter le paiement crypto en général, que ce soit B2C ou B2B, parce que ça fonctionne aussi sur les transactions entre professionnels. On y viendra tout à l'heure. Deux, trois mots. Déjà, je me présente, Sébastien Estinès. Donc, comme vous l'avez entendu, je suis cofondateur de Lizzy avec Damien Patureau. Maintenant, c'est un projet qu'on a lancé en 2020 et le produit Lizzy est sur étagère et disponible sur le marché depuis juin 22 avec une présence à Beaugrenelle dans le 15e où on pouvait acheter au centre Beaugrenelle des cartes cadeaux en crypto-monnaie. Voilà, donc petit préambule sur Lizzy. Moi, personnellement, je suis à 52 ans, j'ai fondé à peu près 6 sociétés, plus ou bien revendues entre-temps sur différents secteurs, que ce soit l'entertainment, les services. Et voilà, donc aujourd'hui chez Lizzy, je suis en charge plutôt de la partie business développement, réseau d'acceptation directe et indirecte. Donc c'est moi qui suis en relation permanente avec les directeurs, on va dire les DSI, directeurs Head of Payment de chaque enseigne. C'est moi qui traite aussi avec tout ce qui est la monétique et les systèmes de caisse. Donc voilà, je suis vraiment en relation avec le marché et donc pour moi, c'est facile de vous en parler et de vous démontrer qu'aujourd'hui, après, j'ai rien démontré, mais en tout cas, vous faire comprendre que c'est aujourd'hui une réalité, que l'acceptation de la crypto en point de vente physique et online, c'est maintenant et c'est pas du tout un rêve. Et donc, on va en parler pendant maintenant 40-45 minutes. Si vous le souhaitez, je vous laisse les questions pour la fin. Je vais dérouler. Si vous avez des questions, notez-les dans un coin et puis on se laissera peut-être en 10 minutes, un quart d'heure en fin de présentation pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Je vais essayer aussi d'avoir un discours très simpliste, etc. Je ne connais pas les différents niveaux de connaissances au niveau de la crypto, de la blockchain, etc. Donc, j'en suis désolé pour les vrais connaisseurs. Je vais être très, très basico-basique. Et pour les non-connaisseurs, le but du jeu, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne et quel est l'intérêt. Voilà, on est parti. Déjà, une petite introduction sur qu'est-ce qu'une crypto. Bon, je pense que tout le monde aujourd'hui, en 2026, a entendu le mot crypto-monnaie et connaît les bitcoins, l'Ether, le Solana, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Grosso modo, c'est un actif qui repose sur une blockchain. Qu'est-ce qu'une blockchain? Alors, la blockchain en général, on va dire, allez, tout le monde voit l'exemple du grand livre ouvert, c'est-à-dire un livre blanc où on va inscrire ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Et bien en fait, la crypto, ça se passe comme ça. C'est un grand livre en train où on va écrire les transactions, les mouvements, et tout est tracé, tout est irréversible, c'est inscrit. Et on ne peut pas en fait, aller à l'encontre de ce qui a été fait en termes de crypto-monnaie sur blockchain. C'est-à-dire que
un mouvement est tracé, une vente est tracée, une reversion est tracée. Donc, c'est sur un grand registre distribué des intermédiaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les transactions. C'est vraiment de pair à pair. Aujourd'hui, on est habitué à avoir, par exemple, dans des transactions, les banques. Là, c'est vraiment de pair à pair. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ce qui fait un peu la spécificité de la crypto sur blockchain. Et bien sûr, disponibilité 24/24, 7 jours sur 7. Là, on ne peut pas dire, ah tiens, ma banque est fermée, elle ne va pas accepter le virement ou pas faire le virement, etc. Là, c'est de l'instantanéité, c'est disponible en permanence. Pourquoi la crypto? Alors, en fait, tout le monde se pose la question. À chaque fois que je parle avec des retailers, des commerçants, tout le monde me dit, mais pourquoi j'accepterais le paiement crypto, en fait? Quel est l'intérêt? Et moi, souvent, je dis, tout moyen de paiement est intéressant à accepter car il permet plusieurs choses. Il permet, je pense, de capter une clientèle bien spécifique. Il y a une stat que je vous ai mis sur le côté, 56% des personnes qui n'ont pas leur moyen de paiement préféré abandonnent leur panier sur du online. Moi, personnellement, quand je veux acheter un gros montant, je souhaite payer un Amex. S'il n'y a pas Amex, je ne paie pas. Mais aujourd'hui, quand vous avez un Américain qui arrive à Cannes, quand vous avez un Singapourien qui arrive à Paris, quand vous avez, etc., et qu'il arrive, par exemple, au Galeries Lafayette au printemps ou au Majestic à Cannes, qui, lui, a de la crypto, c'est naturel de pouvoir l'utiliser et demande de payer en crypto, naturellement, si le Majestic le propose, il va capter cette clientèle. Parce qu'en fait, il y a une clientèle crypto. Alors, elle est très internationale, certes, aujourd'hui. Elle est très Millennials Z, c'est-à-dire c'est des gens qui 25-35, voilà, et donc qui ont ce gros pouvoir d'achat qu'ils ont au fur et à mesure valorisé et qui est disponible. Donc à partir de là, quand vous avez une clientèle qui a un gros pouvoir d'achat, que ce soit en crypto, en carotte, en chou-fleur, etc., on s'en fout. Là, c'est le mot crypto qui a disponibilité. Donc autant leur proposer d'accepter ce nouveau moyen de paiement. Je pense aussi que le Covid nous a fait énormément de bien en termes de digitalisation des paiements. Aujourd'hui, on le voit très bien. Enfin, moi, je fais mes courses tous les samedis sans raconter ma vie, mais on voit en caisse que plus personne ne sort sa carte. Tout le monde paye avec du Tap and Pay, avec du wallet. Enfin, c'est devenu, on est rentré dans la digitalisation du paiement. Donc ça aide énormément à l'acceptation de la crypto-monnaie aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est très important quand on veut accepter le paiement crypto, on a nous notifié depuis maintenant, on a à peu près 4 ans de statistiques au niveau des paiements en crypto-monnaie via notre solution, qu'il y a une augmentation entre 20 et 30% du panier moyen. On l'a noté chez Printemps, on l'a noté dans les casinos, on l'a noté chez Citadium, c'est-à-dire que logiquement, allez, le panier moyen, alors je ne vais pas donner l'enseigne parce que je n'ai pas le droit de le dire, mais va être autour de 450, 500. Et en crypto, on notifie des paniers moyens à 700. Donc, et chaque fois, c'est un peu la même chose. Il y a un peu lâcher prise, une capacité à se lâcher lorsque les gens payent en crypto. Après, quand on dit accepter les paiements crypto, là, je suis franco-français, la société et le siège est à Rueil-Malmaison. On a développé ça depuis 4 ans en France. Maintenant, on est aussi en Europe et on continue le déploiement à l'international. Mais le mot crypto-monnaie, c'est vraiment très international. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on est des tout petits, nous, en France. Alors que dans des zones comme l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique est en pleine explosion en termes de crypto. Le Nigeria, vous allez au Nigeria, on dépasse les 50% de possesseurs de crypto-monnaies. C'est quand même, dans le monde aujourd'hui, 700 millions d'utilisateurs qui ont de la crypto, qu'on peut capter avec l'acceptation du paiement crypto. Statistiquement, quand on regarde les courbes, en 2027, on sera à 1 milliard, une personne sur 8 dans le monde aura de la crypto-monnaie. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait ça, on se dit, mais pourquoi ne pas proposer l'acceptation? Et, bon, là, le buyer personnel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais cette stat à gauche est stratosphérique. Quand on regarde qu'aux États-Unis, 40%, c'est quand même, enfin, c'est pas neutre, hein, 40% des commerçants, alors sur certains secteurs, hôtellerie, restauration, pas tout secteur, acceptent les paiements en crypto-monnaie. C'est devenu monnaie courante. On en est très très loin en France, je le sais parce que c'est moi qui traite avec les marchands, mais en tout cas,
on voit une vraie évolution, un vrai changement depuis à peu près 8-10 mois sur l'appréhension d'acceptation du paiement crypto. On a totalement, on va dire, bougé les lignes depuis l'élection de Trump qui a fait énormément de bien, depuis que les banques se sont posées sur ce sujet et proposent des solutions autour de la crypto et de la blockchain. Depuis que les banques sortent leur stablecoin, il y a vraiment une tendance à l'acceptation, une vraie tendance qui est forte et de plus en plus forte, en tout cas. Quand on parle de paiement crypto, on va dire qu'il y a trois gros blocs à comprendre et à connaître. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas la crypto, quand vous voulez avoir de la crypto, vous avez deux solutions. Soit vous passez par des banques crypto, on appelle ça des exchanges, des plateformes d'échange. La plus connue est Binance, mais vous avez Bitpanda, ils ont fait de la pub sur TF1 pendant des mois et des mois avec Antoine Dupont et Isabelle Iturburu, vous avez dû voir les publicités. Donc Binance, Bitpanda, je sais pas moi, Kraken, OKX, bon, etc., etc. Ça, ce sont des banques crypto, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont ce sont comme une banque classique, comme Société Générale, Caisse d'Épargne, sauf que eux, ils vont gérer votre crypto. C'est là que vous allez acheter, vous allez créer un compte, ils vont vous la sécuriser. Donc voilà, vous passez par un tiers, c'est une plateforme d'échange, un exchange. Soit, deuxième solution, c'est vous qui gérez votre crypto sur un wallet, sur votre téléphone portable. On appelle ça un wallet non custodial, auto-hébergé. Et là, les plus connus sont le petit renard que vous voyez, le MetaMask, tout le monde peut-être connaît, ou Phantom, ou Rabi, ou Ledger Live, etc., etc. Donc, ça, c'est les deux solutions, d'accord? Donc, la crypto, soit elle est sur un wallet non custodial, soit elle est sur un exchange. Le but du jeu, nous, avec notre solution d'encaissement, c'est qu'on va capter ces gens-là en les intégrant dans notre plateforme de paiement. On va y venir juste après. Donc ça, il faut voilà, bien comprendre comment c'est en amont, c'est-à-dire comment le client a sa crypto-monnaie. Et ensuite, le troisième point qui est capital dans un processus de paiement crypto, c'est le stablecoin. Je pense que pour ceux qui suivent un peu les actualités, vous avez dû voir énormément d'actualités autour des stablecoins avec des banques comme la Société Générale qui a sorti son stablecoin. Stablecoin, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est une crypto adossée à une monnaie locale, euro, dollar. Voilà, donc ça veut dire que c'est stable, il n'y a pas de volatilité. Autant une crypto, Bitcoin, Ether, ça bouge, ça monte, ça descend, ça fluctue. Autant un stablecoin, c'est stable parce que c'est adossé à l'euro, au dollar, etc. Les plus connus sont USDC, USDT, EUROCI, EUROI, bon, voilà. Et ces stablecoins vont énormément servir, en fait, dans le processus de paiement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, venons au fait, comment ça marche réellement, comment ça marche, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement quand demain, vous souhaitez accepter les paiements crypto de façon fluide et efficace. Donc, on part du marchand. Donc, déjà, on part du marchand, c'est tout part de là. Donc, lui, le marchand, on va lui installer la solution d'encaissement Lizzy. On va lui installer sous quelle forme? On va lui installer soit sur son TPE, donc en gros, son TPE qui aujourd'hui permet d'encaisser en crypto va, via l'installation de Lizzy, pouvoir encaisser en crypto. Soit on va lui installer via des API sur son site e-commerce, c'est-à-dire que quand vous allez arriver au checkout du site, il y aura marqué paiement en crypto-monnaie. Soit on va lui donner la possibilité de créer des liens de paiement, c'est-à-dire que il y a certaines ventes aujourd'hui qui se font par virement euro, c'est-à-dire que quand vous allez acheter une voiture, c'est très rare de payer en carte bleue sur un TPE. Vous allez faire un virement ou un chèque de banque, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, bref. Donc là, on va pouvoir aussi donner l'opportunité aux marchands de créer des liens de paiement via un système de gestion de notre solution. Et ce lien de paiement sera envoyé par mail, par SMS, etc. Donc, en fait, on va mettre en œuvre la solution sur les différents canaux omnicanal, on va dire l'omnicanalité du marchand pour qu'il puisse proposer le paiement crypto. En face, il y a le client. Donc, le client, lui, il dit je veux payer en crypto et j'ai ma crypto soit sur un wallet,
soit sur un exchange, comme on a vu dans la slide d'avant. D'accord? Arrive le moment du paiement. Donc, du coup, qu'est-ce que fait le marchand? Prenons le cas classique du TPE, hein, que tout le monde connaît. Donc, il va ouvrir son TPE, il va mettre le montant. Je vous ferai une petite vidéo juste après pour que vous l'ayez bien en tête. Hein. Il va ouvrir son TPE, il va mettre un montant, 100 euros, et un QR code va s'afficher sur le TPE. Et donc, c'est à ce moment-là que le client, qu'il soit américain, dubaïote, singapourien, parisien, toulousain, qui que ce soit, il a son téléphone en main, il va scanner le QR code qui apparaît sur le TPE avec son appareil photo. Avec son appareil photo, il n'y a rien à télécharger, c'est totalement instantané. Une fois qu'il a téléchargé, il a scanné pardon, le QR code affiché sur le TPE du marchand avec son appareil photo, apparaît en fait la liste de tout ce qui est disponible pour pouvoir payer. On va retrouver donc ces fameux exchanges, Binance, Kraken, Crypto.com, et les wallets, MetaMask, Ledger Live, etc. À partir de ce moment, le client va retrouver forcément dans cette liste où il a sa crypto. Donc, en fait, c'est comme un hub, comme de l'open banking crypto, open banking classique, c'est-à-dire que dans l'open banking, vous avez la liste des banques. Là, dans l'open banking crypto, vous avez la liste de où vous avez votre crypto. Donc, vous choisissez. Mais moi, j'ai ma crypto chez Binance, je clique sur Binance. À partir de ce moment-là, la transaction se lance sur le téléphone du client. Il y a Face ID pour voir que c'est la bonne personne par rapport au compte. On vérifie qu'il a assez de crypto pour pouvoir payer. Automatiquement, il y a transaction validée sur le téléphone du client et sur le TPE, automatiquement, il y a coche verte, transaction validée. Donc ça, je vous montrerai une vidéo juste après de comment ça, de ce que je vous ai dit là. Et c'est pas tout. Le moment clé, et là, souvent, ça fait plaisir aux directeurs financiers de tous les groupes avec qui on travaille, c'est que en fait, l'enseigne, le commerçant, la profession libérale ou l'ONG qui propose de l'acceptation de paiement crypto ne voit jamais de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre système va faire la conversion crypto stablecoin. Le stablecoin, je vous ai dit, pour éviter la volatilité et pour stabiliser le fait que la personne, si elle a payé en Bitcoin, en Ether, en Solana, on ne veut surtout pas que s'il y a un crash dans la minute, ça part dans un sens ou dans l'autre. Nous, automatiquement, en fait, c'est transformé et converti en stablecoin. Et ensuite, ces stablecoins sont rachetés par un PSP, prestataire de services de paiement, des banques souvent. Et c'est ces banques-là qui font la reversion en euros sur le compte du marchand, de l'enseigne, de l'ONG, de la profession libérale. En résumé, le marchand a vendu un produit 100 euros. Le lendemain matin, sur ce compte en banque, il a 100 euros. La personne est payée en Bitcoin, Ether, Solana, qui a eu un crack, qui a eu une explosion mondiale, il aura 100 euros sur son compte en banque le lendemain matin. Et ça, c'est capital. C'est capital dans le sens où la plus grosse crainte d'un commerçant ou d'une enseigne, c'est premièrement, je comprends rien en crypto, donc comment je vais pouvoir faire? Mais vous avez vu quand même que pour faire un paiement, il faut juste mettre un montant en euros et tendre le TPE avec le QR code. Donc, je pense que dans le côté simplification, même mon fils de 10 ans arrive à faire des paiements en crypto. Donc, bon, voilà. Et deuxième question, ils disent, oh, mais non, mais moi, je ne veux surtout pas gérer le crypto. C'est le premier directeur financier. Nous, on travaille avec Printemps, avec Chopard, avec Lamborghini. On travaille avec Citadium, avec le groupe Barrière, le groupe Partouche. Première chose que nous demande le directeur financier, je ne veux surtout pas toucher à la crypto, je veux des euros. Donc quand on leur dit d'entrée, la reversion se fait à J+1, allez, J+2 si c'est dimanche, comme le télécollecte classique, et vous aurez des euros sur votre compte en banque, je peux vous assurer que tout le monde est soulagé. Mais vraiment, tout le monde est soulagé. En point de vente, donc je vous ai parlé de la possibilité d'accepter via un TPE. Il y a aussi, on a signé des accords avec Nepting, qui est une sous-couche logicielle qui permet, via la sous-couche logicielle, d'accepter les paiements. On a des intégrations sur des bornes de commande, c'est-à-dire, vous voyez très bien, je ne vais pas citer McDo, mais tout le monde était une fois dans sa vie, je suppose. Quand vous arrivez sur ces bornes de commande, en fait, et quand vous choisissez les moyens de paiement, là, il y a marqué paiement en crypto-monnaie. Et à partir de là, on va retrouver dans le même fil où le montant, quand a été validé, le montant et la note, il y a un gros QR code qui s'affiche en plein milieu.
la personne avec l'appareil photo de son téléphone va scanner le QR code et on va retrouver dans la même dynamique en fait, de paiement. Et si éventuellement le client final n'a pas le bon TPE, n'a pas Nepting, n'a pas de bon de commande, on peut aussi installer la solution sur un téléphone, sur une tablette. On peut aussi créer des QR codes statiques pour des événements. Par exemple, on a une ONG, pour ne pas la citer, Enfance et Développement, Planète Enfance et Développement, qui a fait un gros événement dans une salle. Ils ont réuni des donateurs et ils avaient imprimé des QR codes et les gens scannaient le QR code et ça lançait le don en crypto automatiquement. Donc, et enfin, le lien de paiement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les liens de paiement sont énormément utilisés en crypto sur des très gros montants. C'est-à-dire, quand je dis très gros montants, c'est des ventes longues, des ventes assises, des ventes où on peut discuter avec le client, où il revient plusieurs fois pour un véhicule, Lamborghini, Porsche, pour des parures Chopard, on vend beaucoup de Patek, de Rolex en crypto-monnaie aussi. Donc, des ventes à 20, 30, 40, 60, 80 000, c'est des liens de paiement qui sont envoyés, soit sur le téléphone, soit par mail, etc. etc. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Je vais vous montrer une vidéo. Ça suffira, je pense. Vous allez comprendre comment se passe un paiement très, très facilement. Donc, je vais modifier le partage pour passer sur YouTube. Donc, je reviens là. Je partage la vidéo pour que vous ayez bien en tête de comment se passe un paiement. Je vous montre, voilà. Et après, je repartirai sur la présentation. Je ne vais pas faire toutes les vidéos de TPE, Pax, Nepting, borne de commande, etc. J'en montre une pour que vous visualisez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, le montant est mis sur le TPE. QR code s'affiche. Je scanne avec mon téléphone. Là, c'est une version démo. Là, je vais choisir dans la liste. Là, j'ai choisi Binance. Je continue sur Binance. Ça me reconnaît facialement. Connexion, validation sur le téléphone. Paiement réussi. Hop, automatiquement, validation sur le TPE. D'accord? Donc, on peut sortir le ticket de caisse. On est exactement dans la même mécanique, en fait, la même mécanique, on va dire, d'un paiement classique. Rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment qu'un serveur dans un restaurant, qu'un hôte de caisse, que dans un hôtel retrouve la même dynamique et qu'il n'y ait pas en fait de grain de sable dans la façon d'accepter le paiement. Le paiement online, en fait, on va retrouver la même mécanique avec la liste qui va s'afficher avec quoi vous voulez payer. Le paiement online est beaucoup plus simple à mettre en place dans le paiement crypto. Aujourd'hui, nous, on est leader sur le marché avec plus d'1 million de points de vente connectés physiques dans le monde. Donc, ça commence à être assez important. Mais on est quasiment seul parce que c'est compliqué, le point de vente physique. Le point de vente physique demande beaucoup de formation et de prise en main parce qu'il y a toujours une personne derrière la caisse. Deuxièmement, ça demande des intégrations, comme je vous l'ai montré, dans les TPE, dans les systèmes de caisse. Ça demande des intégrations dans les couches logicielles. Alors que sur le online, vous donnez les API à n'importe quel développeur qui a fait le site. Il vous intègre ça en une demi-journée et automatiquement, ça vit tout seul dans le checkout final. Il n'y a pas besoin de trop travailler pour proposer du paiement crypto sur l'online. Voilà. Maintenant, pour faire un parallèle, les paiements physiques en crypto, c'est peu de volume, mais des très gros montants. Les paiements online crypto, c'est des plus petits montants, mais beaucoup plus de volume. Parce qu'en fait, ça vit tout seul. Vous arrivez sur le checkout d'un site internet où il y a du paiement crypto. Quand il y a marqué paiement crypto, celui qui a la crypto va cliquer dessus. Quand vous arrivez dans un magasin, si le point de vente n'a pas mis en avant ce nouveau moyen de paiement et si le caissier ne le propose pas, on peut passer à côté de transactions, que ça ne se produit pas sur le paiement online. Quelques exemples de nos... Alors, j'ai sorti quelques clients, Groupe Barrière, Le Printemps, Chopard, Renault. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous explique à chaque fois pourquoi ils ont voulu mettre en place du paiement crypto et quel est l'impact surtout, qu'est-ce que ça procure derrière.
Printemps, c'est l'un des premiers à nous avoir fait confiance. Donc, on a les 14, alors maintenant 13, parce qu'à Rennes, ça va s'arrêter, mais MOL, Printemps de France. Et bientôt, on va lancer à New York le paiement crypto avec eux aussi. Mais pourquoi ils ont décidé de mettre en place du paiement crypto? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont compris que eux, ils avaient une grosse clientèle asiatique qui venait dans leur magasin. Et ils se sont dit, tiens, si on propose ce nouveau moyen de paiement, comme ils ont fait avec WeChat Pay, Alipay, tous ces paiements alternatifs, comme je disais au départ de ma présentation et de l'introduction, c'était un moyen de paiement permet de capter une certaine clientèle. Quand ils mettaient du WeChat Pay, du Alipay, ils savaient qu'ils allaient capter cette clientèle asiatique. Et pareil, en mettant du paiement crypto, les Asiatiques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de crypto. C'est naturel. Et donc, le jour où ils l'ont mis en place, ça a créé beaucoup de campagnes dédiées en disant, voilà, quand vous arrivez à Paris, venez utiliser vos cryptos chez Printemps, parce qu'ils sont aujourd'hui différenciants par rapport à Galeries Lafayette qui n'a pas des paiements crypto. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ils ont signé un marketing agreement avec un exchange qui est phare chez nous, qui est Binance. Aujourd'hui, quand vous êtes un marchand, que vous acceptez le paiement crypto, vous pouvez accepter d'afficher tous les exchanges, tous les wallets, etc. Mais vous pouvez aussi, dans la gestion du back-office, désactiver en disant, moi, je ne veux pas lui, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais Printemps a dit, moi, je veux que Binance. Donc, eux, ils ont que Binance, d'accord? Quand vous arrivez chez Printemps, que vous voulez payer, il n'y a que Binance qui s'affiche. Et donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, derrière, en disant à Binance, nous, on vous a pris que vous, ils ont fait des accords collatéraux, on va dire, bilatéraux, pardon, et pour travailler le marketing. Par exemple, Binance fait pas mal de newsletters sur leur clientèle VIP pour faire venir leur clientèle VIP chez Printemps. Et en contrepartie, Printemps n'affiche que Binance dans l'acceptation du paiement crypto. Donc voilà, Printemps, eux, c'est capter clientèle asiatique. C'était leur truc. Renault, bon, c'est un peu une avant-première que je vous annonce. Renault va sortir vous avez peut-être dû voir des annonces, la Renault 5 Turbo 3E, petite voiture qui coûte seulement 160 000 euros hors option. Et aujourd'hui, ils en ont 2000 seulement en production. Et ils ont du mal ils en ont pré-vendu une centaine. Et ils nous ont demandé si on pouvait, sur toutes les concessions Renault, proposer du paiement crypto pour l'achat de ce véhicule, spécifiquement, parce que du coup, on va capter cette clientèle très Web3, très high-tech, très Millennial Z, qui correspond aux produits. Et surtout, on va capter des gens qui ont beaucoup de crypto. Et voilà pourquoi, en fait, ils veulent faire un coup. Alors, il y a aussi un coup médiatique, c'est-à-dire on va faire communiqué de presse, on va faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en disant voilà, viens réserver et acheter la Turbo 3E en crypto. Donc voilà, eux, c'est vraiment un mélange de capter la clientèle Millennial Z qui a une appétence à des produits de ce style-là, mais surtout faire un coup d'innovation. Là, on associe vraiment l'innovation dans le véhicule avec l'innovation dans le paiement. Et donc, du coup, ça crée, Renault est innovant en proposant le paiement crypto pour l'achat de ce type de véhicule. Le groupe Barrière, aujourd'hui, on équipe les casinos du groupe Barrière. J'aurais pu mettre groupe Partouche, Joa, Gaming One. On a quasiment tous les casinos en Europe aujourd'hui qui proposent notre solution pour le paiement crypto. Bon, là, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont de la crypto sont souvent des joueurs dans l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire le côté, j'achète de la crypto pour la fluctuation, etc. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des gros paniers. Et aujourd'hui, les casinos, en proposant ce moyen de paiement pour acheter des jetons ou pour des tables de poker ou blackjack, font des volumes stratosphériques. C'est-à-dire stratosphériques dans le sens où hier, le client n'est pas venu, mais je ne vais pas dire qui c'était, mais il faisait partie des 500 plus grosses fortunes dans le monde. Il était en déplacement à Cannes et il devait venir au Palm Beach Casino Partouche pour dépasser 5 millions. 5 millions, je dis 5 millions, en one shot. Donc, il n'est pas venu parce que ça a été déplacé sa venue, mais on fait des soirées à 1 million, 1,5 million, 2 millions, sans aucun problème au niveau des casinos. Donc là, naturellement, c'est normal qu'il le propose. Et enfin, Chopard,
mais je m'y chope pas, mais j'aurais pu mettre Rolex, Patek, etc. Je vous donne un exemple chiffré, c'est très simple, sans donner le nom. Une boutique dans le 8e à Paris qui vend des montres de luxe, ils font 10% de leur chiffre d'affaires en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'ils font grosso modo 10 millions sur l'année, ils font 1 million en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'à coût de 30 000, 50 000, 80 000, bon, voilà, mais ils font 1 million par an via notre solution. Donc là, c'est pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas un gadget. Pour eux, s'ils l'enlevaient, ils nous l'ont dit, si on l'enlève, on va perdre ces 10% parce que les gens viennent chez nous acheter une Patek, une Rolex en crypto parce qu'on le propose. Donc là, il y a vraiment une vraie valeur ajoutée, un gain immédiat. Alors, on est vraiment au tout début. Oui, pour vous montrer en fait qu'on est au tout début, c'est des chiffres qu'on annonce souvent. Il y a encore, on va dire, 8-10 mois, on faisait 10 000 euros de volume par mois. Aujourd'hui, on fait entre 1, 2 et 3 millions par mois. On est sur une tendance aujourd'hui, avec l'été qui va arriver, où on va exploser les chiffres parce qu'on est énormément présent sur Cannes. Je vous en parlerai juste après. On est sur une tendance cette année autour de 35-50 millions de volume, alors que l'année dernière, on était sur 5 millions. Tout est exponentiel. Il y a une accélération qui est folle. Ça va très, très, très vite. Mais on est encore sur beaucoup de nouveaux usages. C'est vraiment tout début. Donc, il faut vraiment démocratiser, expliquer, réexpliquer. En plus, on est en France, on est dans un cadre réglementaire qui est très, très contraignant. On a, nous, un dossier MiCA en cours. MiCA, c'est, on va dire, la réglementation, en fait. Avant, on appelait ça, il fallait être PSAN, prestataire de services d'actifs numériques. Maintenant, c'est MiCA, qui est très contraignant, mais qui structure vraiment le marché de la blockchain, de la crypto. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors que dans d'autres zones aujourd'hui mondiales, ce n'est pas forcément le cas. Nous, on a notre principal concurrent qui s'appelle Mesh, qui est aux États-Unis. Lui ne peut pas venir en Europe parce qu'il n'est pas du tout cadré réglementairement parlant. Alors que nous, on est en train de se déployer aux États-Unis et au Moyen-Orient, mais on le fait avec l'accord du régulateur local et on travaille avec des licences, etc. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand je vous disais que nous, on est dans une zone encore où c'est vraiment un nouvel usage, quand je vous annonce que on est sur des tendances à 35-50 millions de volume en France et un peu en Europe avec notre solution pour 2026, Mesh aux États-Unis en 2025 a fait 1,2 milliard de volume. Alors vous allez me dire, oui, c'est les États-Unis, nanani, nanana, mais on ne peut pas dire que ce phénomène autour de la crypto-monnaie, la blockchain et l'acceptation sur du retail et du paiement n'existe pas. D'accord? C'est voilà. Le fait aussi qu'on ait travaillé énormément la compatibilité avec ce que connaît le marchand, c'est-à-dire les TPE, les caisses, ça ramène en fait cette peur du paiement un peu dans le monde réel. Donc, du coup, ça rassure tout le monde. Et ça, c'est capital. On a vraiment besoin de fluidifier, d'avoir un parcours le plus seamless possible. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que quand je vous parlais de réglementation, nous, sur des énormes transactions, on fait beaucoup de travail qui font que certaines transactions ne vont pas au bout en termes de KYC, KYT. Alors, c'est des termes un peu sauvages, mais en fait, on fait contrôle d'identité sur certains paliers de montant. On va demander carte d'identité, justificatif de domicile. On va ensuite demander provenance des fonds. Ensuite, on va analyser le wallet du client par où, est-ce que ce wallet est propre pour le whitelister? Est-ce que les transactions qui ont été faites autour de ce wallet n'ont pas financé, je sais pas, du terrorisme, etc. En fait, on fait énormément de diligence et de contrôle sur des montants assez importants, certes, mais assez rapides, c'est réglementaire, hein, je veux dire. Et donc, du coup, on n'est pas encore à des taux de conclusion de transactions de 100%. On doit être autour de 60%. Imaginez qu'il y a 4 transactions sur 10 qui ne vont pas au bout à cause de ces contrôles, etc. Donc, alors que dans notre pays, il n'y a pas du tout ça, et d'autres zones dans le monde. Donc ça avance dans le bon sens. Ça structure tout, mais ça demande encore du travail sur notre flux de paiement, le rendre beaucoup plus seamless, etc., etc. Donc, il y a encore beaucoup de progrès, mais
on en est sûr, on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, il faut que vous soyez tous conscients que les paiements, alors moi je ne devrais pas le dire, mais les paiements en crypto, j'y crois pas un instant, mais les paiements en stablecoin, c'est totalement l'avenir. C'est-à-dire que pourquoi toutes les banques, ben, bon, il y a Sogé avec Forge, mais Crédit Agricole a annoncé la sortie de son stablecoin aussi. Donc nous, ils sont en train de venir nous voir pour intégrer leur stablecoin dans notre flux de paiement. Et je pense que l'avenir, que ce soit en B2C, mais en B2B, c'est-à-dire que clients, fournisseurs, transactions interfrontalières, éviter les taux de change, éviter, voilà, tout va se faire via stablecoin, c'est une évidence. On y va tout droit, tout droit, tout droit. Donc notre infrastructure aujourd'hui qui est prête et qui fonctionne avec des crypto-monnaies et aussi des stablecoins USDC, USDT, comme je l'ai dit, pas en Europe, mais USDT est interdit, USDC, EUROCI, EUROI, va demain permettre de payer avec le stablecoin Sogé à Forge ou de payer avec le stablecoin de Crédit Agricole, etc. On est tout droit dans cette dynamique-là, mais vraiment tout droit, tout droit, tout droit. Vous parlez de Cannes parce qu'en fait, c'est comment dire, notre laboratoire grandeur nature. Hein. On a déployé plus de 130 marchands sur cette zone, on va dire entre Cannes et Monaco, que ce soit hôtellerie type Majestic, Gré d'Albion, Marriott, ou plage privée, Copal Beach, la plage du Martinez, etc. Tous les casinos, les joailleries, bijouteries, hôtels, automobiles. Enfin, on a vraiment étendu parce que le maire David Lisnard est pro Web3, blockchain, crypto, digitalisation. Donc du coup, c'est notre un peu bac à sable. Et c'est vrai qu'entre juillet 25 et octobre 25, quand on a lancé, plus on a fait quelques millions d'euros de volume assez rapidement, naturellement. Et vous allez me dire pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est une zone à fort potentiel clientèle internationale. C'est-à-dire que de mai à septembre, et encore plus cette année avec ce qui se passe au niveau géopolitique, guerre, etc., etc., ils ont des taux de remplissage et sur des durées plus longues. Donc nous, directement, on voit directement les flux qui vont s'envoler parce qu'en fait, les gens arrivent chargés de crypto et donc du coup, ils sont plutôt, comment dire, très heureux et très soulagés de pouvoir utiliser leur Bitcoin, leur Ether, leur USDC qu'ils ont à disposition directement juste en scannant un QR code. Et l'idée maintenant, c'est que je réponde à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions, enfin voilà, toutes, ce que vous voulez, avec grand plaisir. À part si j'étais très, très, très clair, mais il y a toujours des questions, j'espère en tout cas. Voilà. Alors, tu as été très clair, il n'y a pas de sujet, mais il y a des questions quand même. Donc, Ah, Nicolas, alors, super. soit je lis tes questions, Nicolas, soit tu interviens, c'est comme tu préfères. Alors j'espère que je Euh, vais pouvoir y répondre, parce que je ne suis pas le technicien de la bande, hein. Je suis vraiment la partie développement commercial et je suis vraiment en lien avec les réseaux d'acceptation. Alors Nicolas, je vous écoute en espérant que ça ne soit pas ultra tech. Voilà. Non, ça sera pas tech. Ça sera pas tech. Donc, Ok, super. pas tech Philippe comme les montres. Oh, Pour le coup. joli, Pas joli. mal, elle est bonne, elle est bonne. Non, moi, alors je suis pour le coup, je suis crypto addict, donc forcément, j'ai juste des éléments et le paiement, j'ai aucun doute que ça va se démocratiser. Moi, j'ai juste un point sur lequel je rebondissais parce qu'on parle beaucoup Ouais, et c'est le pitch hein, aussi, hein, de beaucoup de produits de luxe, qui est, oui, je dirais, le côté un peu obscur du monde de la crypto. Et en oui, fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, ouais, c'était ouais. sur le fait que vous pouvez faire de la traçabilité de ces fonds-là. Est-ce que il y Ah, a parce que le ben, paiement, petit paiement, j'ai aucun doute, c'est le côté sympa. Le côté obscur, c'est quand même ces gros volumes. ben, Et est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pour le pitch? En fait, c'est plus ça. Et ah non, puis c'est non, pas. non, mais c'est ce que je te disais, Nicolas, c'est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y a des fois où on est fou de rage parce que nous, on se rémunère un pourcentage sur les transactions, hein, comme des frais bancaires. Hein. Voilà, grosso modo, il y a 0,5% qui est pris sur la partie commerçant et le reste sur la partie payeur. Et quand les transactions ne vont pas au bout sur les transactions de 80, 90 000, ben, ça fait mal. Ça fait mal parce que dans l'ensemble, on va perdre ben, notre marge. Enfin, voilà. Et pourquoi ça ne va pas au bout? Et parce qu'en fait, nous, on refuse les transactions. Je vais te donner des exemples très précis. Au Chelona,
l'été dernier ou à la Guérite, il est 4 heures de l'après-midi, le mec veut payer en crypto sa table à 44 000 euros. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, mais bon, c'est une belle table. Et il commence à faire son Face ID parce qu'en fait, quand je vous dis que les contrôles, ça se fait en temps réel, c'est-à-dire qu'il va lancer 44 000, d'accord? Il va scanner et là, on va lui dire attention, 44 000 dépasse, le montant doit être contrôlé, etc. Donc, dans le contrôle, on lui dit explicitement ce qui va se passer, Face ID, carte d'identité, justificatif de domicile, et après, ça peut aller jusqu'à provenance des fonds, etc. Et là, Face ID, donc on voit son Face ID, parce qu'on a un partenaire qui s'appelle SumSub, qui en temps réel scrute ce qu'on lui envoie, c'est-à-dire le Face ID, la carte d'identité, et là déjà, la carte d'identité, ce n'est pas la même que le Face ID. C'est-à-dire que le mec, c'était une fausse carte d'identité. On a bloqué la transaction. Ça, c'est un premier point, très simple, très basique, d'accord? Ensuite, le mec, il est au casino, on a eu il n'y a pas très longtemps, casino Barrière, pour 550 000 euros en crypto. Donc là, Face ID, parfait. Carte d'identité, parfait. Nickel. Justificatif de domicile, bon. Résidence, il vivait en Belgique. Bon, nickel, propre. Et là, provenance des fonds. À un moment donné, on veut savoir. Voilà. Et le mec, il nous envoie sa fiche de salaire. Il gagnait 3 000 euros. Et il voulait envoyer 500 000 en crypto. Bizarre quand même. Enfin, là, on a creusé encore. On va demander un état de son wallet. Là, c'était un état d'exchange Binance. Et là, il nous envoie l'état de Binance. Et il y avait 50 millions sur Binance. On a laissé passer la transaction. Enfin, voilà. Après, il y a des fois où on va creuser, où on va analyser quand c'est un wallet non custodial, c'est-à-dire que auto-hébergé, donc on ne peut pas savoir, c'est anonymisé. Là, on va regarder le wallet, qu'est-ce qu'il y a eu dessus, quelles sont les transactions qui sont passées sur ce wallet. Et là, on peut bloquer la transaction parce qu'on s'est aperçu que sur ce wallet, il y a eu une crypto, un coin sheet un peu bizarre, tu vois, un Trump coin ou je sais pas quoi. Et là, on dit, oula, le mec, il joue avec des cryptos un peu chelous, etc. On bloque la transaction. En fait, on a des niveaux, quoi. Et ça ne nous fait pas marrer parce que quand tu loupes 4 transactions sur 10 parce que le KYC, et que le mec ne veut pas donner les informations, nous, on protège en fait le commerçant. C'est-à-dire qu'en fait, le commerçant, on veut être sûr que quand l'argent arrive sur son compte en banque, il est propre, le mec est propre et il n'y a pas de problème. L'été dernier, groupe Partouche, 1,2 million. 1,2 million, ça a pris 15 jours, les contrôles, pour que le PSP fasse la reversion sur le compte de chez Partouche. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui, mais on est obligé de passer par là. Alors sur des petits montants, on ne le fait pas. Le mec, on vend beaucoup de jeux de société, nous, avec Play-in. On vend beaucoup de sneakers et tennis à 200-300 balles chez Dimension Store. On ne va pas faire des contrôles pour 200 euros. Enfin, ça passe, d'accord? Après, moi, je pense que la problématique aujourd'hui, c'est qu'à force de réguler, les gens se disent « Merde, je ne peux plus trop faire n'importe quoi, il y a des contrôles, on va me demander la flat tax sur les paiements, etc. » Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, hein, à un moment donné, si on joue le jeu, tout le monde joue le jeu, il y a une flat tax sur chaque paiement, sur la plus-value, avec quand il a payé en crypto-monnaie. Et le mec se dit « Tiens, si je mets ma carte d'identité, on va plus facilement me tracer, etc., etc. » Il y a ça, la vraie problématique, elle est plus là, en fait, Nicolas, je pense. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, mais... voilà. Moi, ça me fait juste rebondir parce qu'il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est justement ce délai de contrôle. Parce que tu dis, on va contrôler donc, par exemple, donc un certain nombre Mais, ouais. d'étapes, tu vas aller de plus en plus loin en fonction du montant. Mais du Mais en coup, fait, ça veut dire que là, tu n'es pas dans un paiement instantané. C'est-à-dire que. alors c'est ce que je disais tout à l'heure, Pierre-Antoine. Tous les gros paiements se font par lien de paiement, grosso modo, c'est-à-dire voiture, bijoux. Dans les casinos, les mecs ils disent bonjour, j'arrive et je veux 2 millions de jetons en crypto. Donc tu peux le préparer, le KYC. Tu peux préparer les contrôles. Par exemple, là, je disais hier, Ah ouais, ok. hier, il y avait la 500e fortune mondiale qui arrivait à Palm Beach. Il a téléphoné en disant voilà, j'arrive dans votre casino, je veux 5 millions en crypto. Nous, de suite, boum, analyse de la personne, on a checké, on a tout checké en amont et on savait que quand il allait arriver, il avait une autorisation de paiement crypto jusqu'à 10 millions par rapport à son. Voilà. C'est sûr que tu es demain dans un commerce et tu veux envoyer 80 000 sur une Patek, le mec, on va le faire patienter au moins entre 3 et 5 minutes parce qu'on va vouloir vérifier quelques trucs quand même. Voilà. Mais quand il est à la caisse de Citadium et qu'il achète son jogging, c'est instantané. La transaction se fait entre 7 et 10 secondes. Ok, Il ouais, faut c'est clair. comprendre, Ok. il faut comprendre qu'aujourd'hui, en 2026, et on est le 23 avril,
le paiement crypto, tous les volumes qui se font sont sur quelques secteurs d'activité et souvent sur des gros montants. Nous, aujourd'hui, on a des Carrefour Express, on a des Carrefour Market, on a des Bricorama, on a des SFR, on a des Bouygues, d'accord? Il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe pas grand-chose aujourd'hui. Il y a quelques transactions, ça commence à frétiller, mais c'est pas là aujourd'hui que se font les transactions crypto, d'accord? Les transactions crypto, elles vont se faire sur de l'hôtellerie de luxe, restauration un peu hype de luxe. Elle va se faire sur de l'automobile, de la joaillerie, du casino, du gaming, voilà. Euh, et, euh, et sur ces axes-là, on a le temps de travailler les dossiers clients. En fait, on est devenu, en fait, je nous considère, le paiement crypto à l'instant T, ça peut être comparé au lancement d'Amex. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle au début d'Amex. Certains clients un peu VIP avaient cette carte Amex, on payait que des gros montants et progressivement, ce paiement alternatif est devenu aujourd'hui un paiement, comment dire, pas mainstream non plus, mais assez facile d'accès. On peut tout payer aujourd'hui en Amex. Enfin, en tout cas, pour ceux qui l'acceptent, avec des taux, avec des frais plutôt surréalistes au niveau des frais bancaires. Mais bon, bref, ça c'est encore notre. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question là de Pascal sur le business model, tu en as un petit peu parlé. Oui, alors oui, Donc le c'est ça, business un model. pourcentage à chaque transaction, c'est ça. Aujourd'hui, on a un petit setup de démarrage de quelques centaines d'euros que l'on cale en fonction du travail que l'on va faire qui permet de financer la création du compte, le paramétrage. On propose un service après-vente sur mesure premium où on répond au téléphone directement au client pour l'accompagner jusqu'à la fin. On fait de la communication pour chaque lancement d'établissement. On envoie de la PLV, donc il y a un petit setup de démarrage qui paie ça, c'est quelques centaines d'euros. Mais nous, on se paie surtout sur la transaction. Sur la transaction, grosso modo, c'est 0,5 côté commerçant et entre 1,5 et 3 côté utilisateur. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la crypto, c'est naturel de payer des frais. C'est-à-dire que quand vous êtes un consommateur de crypto, quand vous achetez la crypto, que vous la bougez, que vous la sortez, on appelle ça des gas fees, on paye toujours des frais, des frais, des frais. Donc, on a mis ça au départ en disant, voilà, le client final va avoir des frais, ça passe crème, aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal. Et côté commerçant, on est à 0,5 pour être un peu agressif par rapport à tout ce qui est paiement alternatif. Je sais qu'Amex tourne entre 2 et 2,4 ou 2,5. 0,5, c'est acceptable. Après, on peut monter un peu sur du high risk, c'est-à-dire sur les casinos, sur certains secteurs d'activité, on est un peu plus haut que du 0,5 parce que on a des partenaires qui nous demandent plus, des PSP que l'on doit rémunérer quand ils font la reversion. Quand c'est des secteurs un peu risqués, nous demandent un peu plus en termes de fees. Donc, on monte un peu le délai. Mais grosso modo, frais cumulés commerçant, client final, en moyenne, on est à 2%. Les deux cumulés, quoi. Voilà. Tu as mentionné surtout l'essor potentiel et futur des stablecoins. Oui. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça va et ça peut fonctionner dans le cadre notamment de règlements B2B? On a beaucoup de personnes là, autour de la table qui sont plutôt dans une Ben, dimension B2B. mais Comment est-ce Mais que ça marche en fait? sans parler de stablecoin, aujourd'hui, on fait du B2B déjà, hein. Nous, on a des avocats, par exemple, qui proposent du paiement crypto à leurs clients. Ce sont des sociétés qui payent avec de la crypto et le commerçant, lui, reçoit des euros. Déjà, ça fonctionne déjà sur du classique, hein. Ça, voilà. Et après, stablecoin, c'est-à-dire que euh, le fait que les banques vont proposer leur propre stablecoin, ça va rentrer en fait la crypto et le stablecoin dans une économie classique, c'est-à-dire que au lieu de payer 1 euro, tu paieras avec Forge, qui est le stablecoin de Sogé, parce que tu es un client Sogé et que ça permet de limiter en fait déjà les frais. Ça permet d'avoir d'une instantanéité, c'est-à-dire que demain, tu as un fournisseur qui est au Brésil. Ben, c'est quand même beaucoup plus simple de payer avec du stablecoin ton prestataire ou inversement ton client, au niveau frais, instantanéité, il n'y a pas de taux de change, il n'y a rien, quoi. C'est du pair à pair, quoi. C'est du direct. Et ça, je pense que l'avenir est vraiment là. Du coup, souvent, les tiers de paiement en crypto ont une crypto à eux sur le côté. Et ça peut influencer le risque des paiements et les choses comme ça. C'est le cas. Est-ce que c'est ou du coup, comme tu le disais tout à l'heure, ça passe tout par une banque?
en l'occurrence. Tu évoquais le fait que c'était une banque qui faisait la transition euro Ah oui, oui, stablecoin. nous aujourd'hui, on a des PSP, prestataires de services de paiement, on en a un peu partout dans le monde, c'est eux qui font la reversion. Nous, aujourd'hui, on n'est pas établissement de paiement, on est en train de monter un dossier pour l'être, parce que forcément, en passant par des tiers PSP, on lâche de la marge. C'est-à-dire que le PSP nous prend des fees, encore une fois, qui avait fait la reversion en monnaie locale, que ce soit euro, dollar, franc suisse, dollar hongkongais, enfin bref, tout ce que tu veux. Et nous, on est en train de devenir établissement de paiement pour éviter que ce soit nous qui faisons le dernier tiers, mais le dernier last mile, quoi, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de signer des accords directement avec des banques, parce que quand je dis PSP, c'est pas forcément des banques, c'est si je te cite Fifto, Monerium ou Traxial, je sais pas si ça vous dit quelque chose, quoi. Enfin voilà, c'est bon, personne ne les connaît, et c'est eux qui font la reversion sur le compte des commerçants. Mais on est en train de signer des accords avec Crédit Agricole, avec BPCE, et là, ça va devenir intéressant. Parce qu'en fait, Crédit Agricole va fournir le TPE au client final avec l'ISI dessus, et c'est eux qui vont faire la reversion, enfin, la boucle est bouclée, quoi. Oui. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, d'avoir l'ISI en partenariat avec Crédit Agricole ou l'ISI en partenariat avec BPCE, mais là, tu deviens champion du monde. Et là, tu dis à tout le marché, ben regardez, aujourd'hui, la crypto, c'est pas sale, la crypto, c'est l'avenir, la crypto fait partie de votre quotidien dans vos banques. Et là, on va taper un grand, grand coup dans la démocratisation. Ça va être assez extra. Enfin, je pense que ça va changer la donne, vraiment changer la donne. Quand les banques vont rentrer dans le jeu, comme le fait le Crédit Agricole actuellement, avec qui on a signé un accord sur PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on est en train de regarder pour la partie nationale, et d'autres banques suivent aussi, ben, le game est plié, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ça va faire partie. Alors, je ne dis pas que ça va révolutionner et qu'on va oublier les paiements par carte en euros, etc. Pas du tout. Ça sera un paiement alternatif qui aura ses contraintes, mais aussi sa valeur et sa valeur ajoutée. Et donc, du coup, il faudra faire avec. Et je pense que encore une fois, écoutez bien le mot stablecoin, vous allez en entendre parler tout 2026 et ça va être que le début, mais vraiment que le début. Merci beaucoup, Sébastien. Ben, de Allez, rien, de rien. et puis, J'espère que j'ai pas été trop pénible à parler beaucoup, mais l'idée c'était de vous donner un maximum d'informations et rendre ça avec des cas concrets. Enfin, voilà, j'ai beaucoup parlé de Patek, de Rolex, mais à un moment donné, c'est de vous recentrer le débat pour vous. Je vais pas vous dire n'importe quoi non plus. On fait des milliards de volumes en achetant des tomates chez Carrefour. C'est faux en fait, c'est totalement faux. Voilà. Donc, en tout cas, écoute, bravo de vous être lancé il y a quelques années déjà sur ce ah oui, non mais marché-là. oui, De ouais, regarder aussi et de faire front finalement aussi et de vous positionner sur un marché quand même qui on n'a pas trop parlé de la concurrence, mais finalement les acteurs qui ouais, sont assimilés concurrents sont quand même pas forcément des Français. Vous n'êtes pas très très nombreux, voire même c'est quasi ça, seuls c'est sur ça, la place en bons Gaulois que nous sommes. Donc ça c'est quand même c'est chouette. ça. Et puis surtout voilà de proposer ces alternatives. Évidemment B2C on l'a compris avec cette population. Moi je ne Ouais. fais pas trop partie malheureusement, mais ça arrivera peut-être un jour que sais-je. Mais qui est capable aujourd'hui d'avoir ça. Par contre, voilà, ce que tu nous dis, tu nous lances sur cette piste aussi et Oui, réflexion autour des stablecoins qui est vraiment intéressante aussi pour, je pense, un public peut-être plus vaste d'acteurs du B2B entre autres. Donc c'est c'est ça, super, super c'est ça. intéressant. Super, bah écoutez, merci beaucoup à Merci tous. Merci beaucoup, beaucoup merci. Sébastien.